proposé il y a quelques mois sur TF1 la grande soirée du logement pour vous prévenir, pour vous dire attention quand vous investissez pour l'achat d'une vie, prenez toutes vos précautions afin de ne pas vous faire avoir. Et bien voici un couple qui a donné 150 000 € pour un chalet qui menace de tomber à n'importe quel moment. Ils vivent dans des conditions que vous allez voir sur les images tout à fait désastreuses. René, Marie et Christian sont en colère. Leur maison neuve et payée est inhabitable et dangereuse. Je me suis fait une fracture ouverte du poignet et j'ai 3 opérations, 16 jours d'hospitalisation et j'ai toujours encore des séquelles. À ce niveau, ce n'est plus de la malfaçon, c'est un scandale. Aujourd'hui, la maison est bonne pour la casse. Pourtant, le constructeur ne veut rien savoir. C'est pas quotidien, messieurs, dames, vous allez dehors. Maintenant, si vous êtes dans un milieu privé. Nous allons lui demander des comptes. En attendant, vous leur avez vendu une maison, ils ont payé. Ils sont devenus quoi les 150 000 €? Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Vous vivez une situation similaire, 0826 107 109 ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Bien, nous espérons solder notre affaire qui traîne depuis 6 ans maintenant. Notre maison a été expertisée par 8 experts, dont 4 judiciaires. 80 malfaçons constatées. Oui. Combien ça vous a coûté? 150 000 €? 150 000 €. Bien sûr, il faut rajouter tous les frais, tout ce qu'on a mis dans cette maison pour la rendre habitable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en danger dans cette maison ou est-ce qu'on peut y vivre finalement? Non, tout à fait. On se sent vraiment en danger puisque les experts ont même estimé clairement les habitants sont en danger de mort. Quand vous appelez l'entrepreneur à qui vous avez quand même donné 150 000 €, qu'est-ce qu'il vous répond, monsieur? Enfin, je veux dire, c'est évident. Aujourd'hui, il répond que c'est l'assurance qui ne bouge pas, lui, il peut rien faire à ce niveau-là, il n'a pas de solution. Parce qu'on ne peut pas rattraper, il faudrait détruire et voilà, reconstruire. Étant donné que c'est à la base de la maison où il y a les malfaçons, ça commence dans les fondations. Donc il n'y a pas moyen de rectifier quelque chose qui est mal conçu au départ. Et donc automatiquement, nous, on souhaite pure et simplement la démolition de cette maison dangereuse. Nous allons voir l'enquête dans une seconde. Il y a ces malfaçons, 80, Maître Fellonneau y reviendra dans quelques instants. Mais en plus, il manque des mètres carrés visiblement par rapport à ce qui était prévu au départ. Oui, donc on avait un contrat de construction qui stipulait bien 169 mètres carrés et également le permis de construire, donc les documents et tout. Et on se retrouve avec 92 mètres carrés habitables. Voyons l'enquête maintenant de Stéphane Leroux avant de donner des coups de fil et avant d'organiser s'il le faut des duplex. Au départ, ce devait être une belle histoire. Avec dans les rôles principaux, René Martine et Christian, 2 passionnés des balades en calèche. Toute leur vie, ils ont économisé pour s'offrir leur rêve, une belle maison en bois, un toit solide, promesse d'une vie paisible. Seulement, leur rêve ne s'est pas réalisé comme ils l'espéraient. On a toujours travaillé dans le but d'obtenir cette maison. Et maintenant, on l'a et finalement, elle ne vaut plus rien, elle est bonne à démolir. Donc là, on a tout perdu et nos dettes continuent sur 20 ans. Voici cette maison, achetée il y a 6 ans, 150 000 €. En apparence, un beau et grand chalet, mais si l'on tend un peu l'oreille, on découvre une bâtisse truffée de malfaçons, dans laquelle ils sont condamnés à vivre depuis 6 ans, malgré les risques d'accident. C'est du mauvais travail. Malgré 8 expertises en leur faveur. Il fait peur à chaque fois. J'ai 3 opérations, 16 jours d'hospitalisation et j'ai toujours encore des séquelles. J'ai peur que ça s'écroule. Finalement, au lieu d'avoir la maison de nos rêves, c'était vraiment la maison de notre cauchemar. J'ai vraiment peur. Tout démarre en juin 2000 dans un village de l'Est de la France. Notre couple caresse un vieux rêve, s'offrir une maison différente de l'architecture traditionnelle, sans colombage, juste du bois. Lors d'un salon de l'habitat, il rencontre un constructeur d'une région voisine. Son fonds de commerce, les chalets en bois, justement. Il est exposé à ce salon de l'habitat et il voulait plus ou moins développer son affaire. Effectivement, il nous disait que ça faisait longtemps déjà qu'il cherchait une maison à construire dans la région et de préférence à Val-d'Icofen, le lieu du salon. Et donc on s'est dit, bien, rien que pour ça, il va bien nous faire la maison et ça va être un gage de qualité pour nous, puisqu'il avait lui-même personnellement un intérêt donc, à ce que la maison soit bien faite. Les travaux durent à peine 2 mois. René Martine est aux anges. Elle immortalise chaque étape de la construction. Mais à l'approche du final,
Cette photo va lui faire perdre son sourire. Vous voyez, donc ça c'est l'ouvrier qui fait le malin sur le toit. Quand il est descendu, il a dit, voyez, avant de travailler pour ce constructeur, j'ai travaillé dans un cirque. Et voici le résultat. Une maison a priori normale, avec une écurie en contrebas. Problème, ce n'est pas du tout ce que Christian et sa femme avaient demandé. Donc au départ, il était prévu une maison de plein pied, donc l'écurie dans l'alignement de la maison et le garage en contigu. Et donc effectivement, là, on a un décroché d'1,20 m entre la maison et l'écurie. Donc la maison a été relevée d'1,20 m. 1,20 m de différence, l'erreur est grossière. Mais à l'intérieur, c'est pire. Au lieu des 160 mètres carrés, la maison n'en ferait que 90. Il manque une douche et les fenêtres ont un système d'aération bien particulier. Le constructeur s'est trompé de plus de 20 cm et il nous a laissé cette ouverture. L'escalier non plus n'est pas aux normes. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cela peut se révéler très dangereux. Sur le plan, il était prévu 1 mètre de large. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 60 cm. Il a un angle très dangereux d'écartement des marches et l'échappée est non conforme. Il y a vraiment un risque et surtout que ma fille est déjà tombée de cet escalier ainsi que mon épouse. Je me suis fait une fracture ouverte du poignet et j'ai 3 opérations, 16 jours d'hospitalisation et j'ai toujours encore des séquelles. Lauriane non plus n'a pas oublié sa chute dans les escaliers. Ni la sirène des pompiers, ni les lumières des urgences. Depuis, dans sa chambre à l'étage, elle ne se sent plus vraiment en sécurité. Et ça fait du bruit, on entend les planches qui font beaucoup de bruit. Les escaliers me font peur parce que une fois que je suis tombée, maintenant j'ai vraiment peur. Pourquoi vous restez vivre ici ? Eh bien, de toute façon, on a des traites à payer. On a fait un emprunt sur 20 ans. Et nos moyens ne nous permettent pas d'habiter ailleurs, de toute façon. On n'a vraiment pas le choix. S'ils n'ont pas le choix, c'est que le constructeur ne leur en a jamais donné aucun. Dès le départ, il a refusé de reconnaître ses torts. Alors notre couple a dû se payer un expert. Monsieur Perrin est un ingénieur spécialiste des constructions en bois. Il est l'un des premiers à avoir constaté les vis cachées. Vous voyez que le meuble a bougé, donc c'est très inconfortable au marché. Mais disons, je ne le fais pas très fort et puis vous voyez, on entend les meubles qui bougent. Et bien sûr que ces secousses ont fait tout fondre les carrelages. Alors vous voyez, dès que quelqu'un marche, on voit une déformation trop importante des solides. Oui, c'est souple, ça bouge, normalement. Ah oui, c'est hors norme, c'est hors norme. C'est au-delà de ce que nous tolèrent les normes. Vous avez bien entendu, la maison est posée sur des fondations, elles aussi totalement hors normes et dangereuses. Je ne connais pas d'autres maisons actuellement qui soient sinistrées à ce point-là. Oui. C'est exceptionnel, oui. Un séisme, bien sûr qu'on ne sait pas si la maison résistera ou ne résistera pas. En 6 ans, 8 experts comme M. Perrin, dont 4 nommés par la justice, se sont succédés. Tous ont rendu les mêmes conclusions. Avec plus de 80 malfaçons, la maison ne vaut plus rien, elle est juste bonne à être démolie. On est complètement révoltés. On est révoltés au niveau de la justice, on fait ce qu'on peut. Des fois, on a possibilité de faire quelque chose de ses mains, de modifier quelque chose, mais là, on doit attendre qu'il y ait une décision qui vient, qu'on confirme tout ce qu'on a dit, et malheureusement, j'ose même pas y penser s'il arrivait quelque chose à ma fille. Le constructeur semble fuir ses responsabilités. Il refuse de rembourser la totalité des travaux et avec sa compagnie d'assurance, il repousse sans cesse la date d'audience. La famille Munk se retrouve ainsi face à un mur et elle n'est pas la seule. À des centaines de kilomètres de là, notre constructeur aurait fait d'autres victimes. Nous en avons appelé une au téléphone. Elle nous confie que son chalet a pourri sur pied au bout de 2 ans seulement. Je ne sais pas ce que c'est que des garanties décennales, je ne sais rien. C'est un monsieur qui ne reconnaît pas d'avoir fait des erreurs, c'est un monsieur qui vend de la merde, c'est un monsieur qui ne sait pas ce que c'est que le service après-vente. Pourquoi ce constructeur refuse ainsi l'évidence? Pourquoi fait-il traîner l'affaire en justice? Pour en savoir plus, nous allons lui tendre un piège en caméra cachée. Direction le siège de son entreprise, à des centaines de kilomètres de là. Sur place, nous nous faisons passer pour des clients potentiels. Sa femme nous reçoit, elle nous fait visiter la maison témoin, elle se veut rassurante.
Les constructions sont fiables Si vous voulez, la maison de Satur Bois elle résiste bien au séisme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus légère. En 2 mois et demi, 3 mois, on peut avoir sa maison, quoi. Miseur d'eau, miseur d'air, c'est-à-dire donc couvert, clos couvert, avec les menuiseries posées, les volets, je compte une semaine. Vous avez des dépliants, des trucs, là? Bien sûr. Pendant que la patronne nous vante les mérites de ces chalets en bois, à l'extérieur, un membre de notre équipe cache des micros sur René Martine et Christian. Dans un instant, ils vont entrer en scène et demander des comptes au patron. Je fais la gendarmerie, ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, appelez la gendarmerie. J'appelle mon avocat. D'accord. Vous n'allez pas faire un scandale. On chez les moi. attend. Moi, je n'ai jamais été chez vous faire un Ça scandale. fait 6 ans que vous nous mettez en danger de mort et vous osez dire qu'on doit sortir. Certainement S'il vous plaît, c'est pas compliqué, messieurs, dames, vous allez dehors. Maintenant, si vous êtes dans un milieu privé. Pas question de faire un scandale devant des clients. Le patron vire Manu Militari nos témoins pour s'expliquer avec eux dehors. Qu'est-ce qui se passe? Vous recevez les clients comme ça? Non, ça nous... Je vous assure, écoutez, on n'a jamais vu un cas comme ça. C'est une procédurière. Le carrelage, ceci, l'escalier, soi-disant qu'elle s'est cassée la figure. Mais on ne peut pas lui mettre un escalier plus large ni plus long que la hauteur et que la largeur souhaitée. Ils sont dans les normes. Mais se plaignent tout. Il y a 70 défauts dans la maison. Voilà ce qu'elle a dit. C'est quoi les défauts Il n'y a pas de défaut possible. Enfin, vous suivez le plan, vous, à la lettre, généralement. Attendez, c'est quand même pas des ignaires que j'ai. Moi, c'est des ouvriers quand même qualifiés. Des ouvriers qualifiés, des malfaçons imaginaires. La patronne est sûre d'elle, étrange, car à l'extérieur, lorsque nous retrouvons notre couple, le patron, gêné devant les clients que nous sommes, reconnaît aussitôt ses torts. Je peux déjà juste vous montrer une photo. Oui, bon, on n'est pas là pour ça. Bon, il faut arrêter. Hein. Regardez, je vais quand même vous montrer. Faut arrêter. Bon, parce qu'il y a un gars qui fait le poirier sur le toit. Ah, c'est vos ouvriers qui font ça? Oui, oui. Ah, c'est... Bon, c'est pas super sérieux, mais bon. Oui, il y a eu des malfaçons, il faut dire ce qui est. Hein. Bon, suite aux gars que j'ai eus, d'ailleurs, ils sont virés. Hein. Il y en a 3 qui sont virés, il y en a un qui a terminé avec le cancer. Maintenant, il est bien mal, le pauvre. Hein. Bon, malheureusement, c'est le premier problème qu'on a dans l'entreprise en 33 ans que je suis dans la société. Bon, c'est vrai que... Moi, j'ai dit que vous avez fabriqué beaucoup de maisons. Moi, ça me turlupine aussi, cette histoire-là. Alors, il m'incrimine en disant que c'est moi qui ne fais pas le nécessaire vis-à-vis de l'assurance, et moi, je ne peux pas aller plus vite. La visite surprise s'achève là. Le patron est catégorique. Ce n'est pas de sa faute, mais celle de ses ouvriers, et depuis de son assurance. Une grande compagnie, selon lui, elle userait de toutes les ruses pour éviter de lâcher trop vite l'argent qu'elle doit à notre couple. Une explication un peu facile, nous allons le vérifier tout de suite sur le plateau de Sans Aucun Doute. Quand vous l'avez face à vous, monsieur, comment jugez-vous cet homme? Comme disait l'autre personne qui a été victime, c'est un beau parleur. Qu'il y ait eu malfaçon, que le chalet ait été construit n'importe comment, on peut toujours se dire que ça peut arriver, mais on répare, surtout quand on a pris la peine d'encaisser 150 000 €. On fait en sorte de déployer tous les moyens possibles pour essayer de réparer la situation, et ce n'est pas le cas. C'est un peu facile de dire que c'est à l'assurance de le faire. Puis dire que c'est la faute aux ouvriers, enfin, c'est pas vous qui avez choisi les ouvriers. Non. Non. Ça veut dire qu'il emploie des gens qui ne sont pas capables de construire des maisons. Alors revenons maintenant sur l'aspect technique avec vous, Maître Fellono, et nous allons voir qui nous devons appeler pour essayer d'avancer dans ce dossier. Mais le rapport d'expertise, je cite 3 lignes, une telle opération paraît de ce fait peu réaliste. L'expert judiciaire estime donc que la solution la plus appropriée est la démolition de l'ouvrage et sa reconstruction après avoir identifié la réalité de la surface vendue. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Alors, on est très clair, seulement la solution qu'il préconise est assez exceptionnelle. En principe, quand il y a une malfaçon, elle doit être réparée. Là, c'est parce qu'il y a un tel nombre de malfaçons, et des malfaçons tellement graves, puisque ça touche la fondation même de la maison, plus toute son ossature, que l'expert estime que ça coûterait plus cher de réparer que de refaire. Et c'est ce point de vue-là de l'expert qui est contesté. Donc il faudrait aujourd'hui essayer d'obtenir du constructeur et surtout de son assurance qu'ils admettent si oui ou non ils sont d'accord sur ce principe. Allons au moins cher, au plus vite. Est-ce que enfin vous voulez vous asseoir et reconnaître un peu les responsabilités, les torts de chacun? Alors, Maître Michel, ce qui est exaspérant certainement pour nos téléspectateurs, c'est de se dire « Je vérifie que celui qui me construit ma maison est assuré. Il l'est. Ça se passe mal, donc l'assurance va payer. Et là, l'assurance a le droit de dire « Allons au procès ».
l'assureur couvre s'il n'y a pas de difficulté sur les responsabilités et sur la nature des réparations. L'assureur, il ne paye pas comme ça. Il se substitue d'ailleurs à l'assuré dans la défense devant le tribunal. En réalité, c'est l'avocat de l'assureur qui se bat devant le tribunal. Et donc, si on se trouve face à un assureur qui est prudent, qui ne veut pas sortir l'argent facilement, effectivement, il va faire toute une stratégie de procédure pour empêcher, pour retarder le paiement. Nous démarrons tout de suite avec le premier appel. Ce premier appel est réservé au constructeur. Dans cette incroyable histoire de malfaçon, sa responsabilité semble engagée. Nous souhaitons savoir s'il estime qu'une reconstruction du chalet est envisageable. De mon côté, je peux vous dire que non. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des imperfections, malheureusement, de fait par mes monteurs. Mais je peux vous assurer une chose, la maison n'est pas prête à s'effondrer, hormis l'escalier où il manque 2-3 cm au niveau de l'échappée de tête et que c'est un escalier raide. Alors, en ce qui concerne la superficie. Alors, la superficie, il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y a eu un plan de fait. Un plan de fait signé par le client, une demande de permis de construire signée par le client. Et que tout a été fait suivant le plan. Mais la seule erreur qu'il y a eu, c'est au niveau du contrat de construction, où il y a eu, je sais pas, un inversement de chiffres, je sais pas ce qui s'est passé exactement, où il y a une surface plus grosse qui est apparue. Mais comment on passe de 92 à 169? Je sais pas, parce qu'il y a eu plusieurs études de fait. Au départ, la construction était plus grosse, et après, ça a été réussi parce que ça passait pendant le budget. Vous m'avez dit, monsieur, vous m'avez dit qu'il y avait un devis au départ qui était très clair et accepté par eux. Le devis est très clair. Il est de 4... Oui, laissez-moi finir. Il est de 92 mètres carrés, d'accord? Comment vous vous débrouillez pour vous planter, passer de 92 à 169? Il n'y a qu'un chiffre en commun. Comment on peut se tromper? Bon, j'ai pas le dossier là sous les yeux, mais je me suis trompé. D'ailleurs, je l'ai expliqué à mon avocat. Il y a eu des courriers de fait là-dessus. D'accord. Admettons, passons là-dessus. Maintenant, vous êtes constructeur, monsieur, vous avez des clients, vous êtes un professionnel. Vous, quelle est pour vous la solution, puisque vous avez reconnu, et je vous en remercie, que l'escalier n'était pas aux normes, qu'il y avait 2-3 petits soucis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour que le client qui a payé soit satisfait? Eh bien, on refait. Alors, on refait. Donc, qu'est-ce que vous refaites? Qu'est-ce que vous attendez pour refaire? Qu'est-ce que j'attends pour refaire? Moi, mon avocat, il m'a dit de vous bouger pas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu de décision. Donc aujourd'hui, monsieur, pour les clients de la France entière qui vous écoutent, si vous achetez chez ce monsieur et qu'il y a un souci, et ça peut arriver avec n'importe quel constructeur, ce que vous dira ce monsieur quand vous aurez eu un souci, c'est « faut voir avec mon avocat, il m'a dit de pas bouger ». Moi, je suis prêt à refaire un escalier, à remodifier la trémie et tout ça. Je suis prêt, je suis de bonne foi. Dans un instant, la suite de cette incroyable histoire de malfaçon. René, Marie et Christian sont désespérés. Nous chercherons à savoir jusqu'où s'étend la mauvaise foi de ce constructeur. En attendant, vous leur avez vendu une maison, ils ont payé. Ils sont devenus quoi, les 150 000 €? Nous essaierons de mettre cet homme face à ses responsabilités. C'est ça votre boulot, monsieur? Non. Mais alors qu'est-ce que vous attendez pour satisfaire le client? Ce constructeur va-t-il finalement reconnaître ses torts? La réponse dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions René, Marie et Christian. Ce couple a investi 150 000 € dans un chalet. Mais voilà, depuis, la maison de leurs rêves comporte plus de 80 malfaçons. Par exemple, le chalet fait 92 mètres carrés alors qu'il devait en faire 169. Nous sommes au téléphone avec le constructeur de cette incroyable maison afin de lui demander des précisions sur son travail, pour le moins surprenant. Mais seulement, on ne peut pas discuter avec cette personne-là. Elle implique systématiquement la démolition parce que ça n'a pas été fait sismique. Monsieur, écoutez-moi, je vais donner la parole à Maître Fellono. Monsieur, que pensez-vous, comme ça, là, quand je vous pose la question, d'un expert judiciaire? C'est quoi pour vous? L'expert judiciaire doit reconnaître bien du pas bien fait. Voilà, alors j'ai un expert judiciaire qui dit, je cite, « Une telle opération paraît de ce fait peu réaliste ». Il parle de rénover, de refaire. L'expert judiciaire estime donc que la solution la plus appropriée est la démolition de l'ouvrage et sa reconstruction après avoir identifié la réalité de la surface vendue. Un juge décide que M. X va être expert et qu'il est expert judiciaire. L'expert judiciaire dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur ?
Moi, ce que j'en pense, je dis qu'il n'y a pas besoin d'une démolition de la construction, qu'on peut très bien refaire. Alors, Maître Félonon, revenons sur ce qui ne va pas et que monsieur peut peut-être contester. Il y a un résumé d'un rapport d'expertise qui me semble très intéressant et qui permettrait de faire 2 points principaux du débat. Le premier, ça concerne le gros œuvre, c'est-à-dire le soubassement qui ne correspond pas aux normes sismiques. Vous me dites, ah ben oui, le permis de construire n'en fait pas état. Vous êtes quand même responsable du permis de construire, vous avez vendu une maison clé en main. Donc, de la conception jusqu'à la finition, vous êtes responsable. Il n'empêche que votre maison n'est pas aux normes et ça, il faut faire un geste là-dessus. Deuxième chose, et là, vous êtes d'accord pour le reconnaître, les malfaçons qui touchent l'ossature de bois. Toute la maison est en bois. Alors donc, on touche à tout, on est bien d'accord. À ce moment-là, l'expert a l'air de dire, et c'est pour ça qu'il demande la démolition, ça coûterait plus cher de réparer que de refaire. Est-ce qu'on ne peut pas en discuter ensemble? Mais monsieur, moi je parle encore une fois à vos clients qui nous écoutent et qui nous regardent, ou vos futurs clients. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là qui nous regardent, qui seront peut-être des futurs acheteurs? Que vous pouvez vous planter sur le permis de construire, mais c'est pas votre faute. Que l'escalier, effectivement, il manque un peu au bout. Qu'effectivement, le toit, il a fallu rehausser à la dernière minute. C'est ça votre boulot, monsieur? Non. Mais alors qu'est-ce que vous attendez pour satisfaire le client? Ça, on pouvait pas le prévoir avant? Monsieur. J'ai eu les codes de données, vous permettez, monsieur Courbet, j'ai eu les codes de données par le fabricant de volets roulants où il m'a dit, voilà, il faut faire comme ça. Et c'est eux-mêmes... Et alors? C'est votre travail, monsieur. C'est votre travail. C'est pas à eux d'aller... Qu'est-ce qu'il faut? Alors dans ces cas-là, ils ont qu'à faire les plans. Et puis une fois qu'ils ont les plans, ils ont qu'à construire la maison. Une fois qu'ils ont construit la maison, ils vous paient comme ça. C'est votre boulot, nom d'un chien. Vous dites quand même pas à vos clients, je vous préviens, je vais vous faire une maison comme ça et comme ça. Mais je peux pas vous garantir que les volets seront bien, parce que s'ils me donnent pas les bonnes codes, il va falloir que je rehausse. J'ai fabriqué en fonction des codes qui a été donné. En attendant, vous leur avez vendu une maison, ils ont payé. Ils sont devenus quoi, les 150 000 €? Ils sont devenus quoi? Il faut bien payer la marchandise. Alors, eux, ils ont payé. Et puis je suis assuré, je paye une assurance. Et elle fait quoi, l'assurance? Civile assez chère. Bon, il faudrait peut-être que ça bouge au niveau des assurances, c'est tout. Mais attendez, si vous dites à votre assurance que vous n'êtes pas responsable, si vous ne reconnaissez pas votre erreur, votre assurance fait son travail et conteste. Vous comprenez bien. Donc, votre intérêt peut-être, c'est de téléphoner à votre assurance pour dire que vous reconnaissez au moins 10 points sur l'expertise et que vous souhaitez trouver un accord. Je vais me mettre en rapport avec l'avocat. Mon épouse a essayé de téléphoner ce matin, elle n'a pas pu l'avoir. Je vais me mettre en rapport avec mon avocat. Parfait, très bien. Et on fera ce qu'il faudra. Voilà, mais je n'ai pas l'intention non plus de laisser tomber ces gens. Voilà. Allez monsieur, on vous laisse repartir à votre stage. Merci en tout cas de nous avoir parlé, d'avoir été transparent. Vous ne vous êtes pas défilé et je dois le constater. Et comme ça, dans le cadre de l'émission, sans aucun doute que nous enregistrons aujourd'hui, eh bien, on a pu essayer de comprendre les différents points de litige. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Pendant notre conversation avec ce constructeur indélicat, nos équipes ont passé de nombreux coups de fil, notamment à la compagnie d'assurance de ce monsieur afin de la sensibiliser à la situation de Christian et René-Marie. Nous sommes en fin de journée. En ligne, le directeur de la communication de cette assurance qui tient à nous faire part de sa position. Allô? Allô? Bonjour, Julien Courbet à l'appareil sur le plateau de Sans Aucun Doute. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, pardonnez-nous de vous déranger. Donc nous avons décidé de faire appel directement à vous. Donc je pense que mes collaborateurs ont eu l'occasion de vous résumer les faits, mais vous n'avez certainement pas le dossier sous les yeux. Il va falloir que vous puissiez le faire remonter. Oui, on va le regarder avec attention, Julien, et on revient vers vous pour vous donner toutes les informations dès que possible. Bon, on peut se reparler, il vous faut un petit peu de temps pour cela? Oui, 2-3 jours. Bon, c'est parfait. Ok, à bientôt. On vous souhaite une bonne journée, au revoir. Au revoir. On fait comme ça? Merci en tout cas de nous avoir fait confiance. Et puis on va vous retrouver pour la bonne nouvelle, je l'espère. Merci à tous les deux. Depuis l'enregistrement, l'assurance a répondu à l'attente de notre couple. Le chalet sera détruit, puis reconstruit. Enfin, on a un espoir. On a bien l'impression que Julien Courbet et son équipe ont réussi à faire avancer notre dossier. Et aussi un grand merci à toutes ces personnes, de loin ou de près, qui nous ont aidés. Nous passons maintenant à l'affaire suivante. Voici comment des commerçants se retrouvent dans une situation financière terrible parce que rien ne fonctionne dans leur commerce, notamment ce qui leur sert, c'est-à-dire les frigos. J'accueille tout de suite Daniel sur le plateau de Sans Aucun Doute.
Daniel, merci d'être avec nous. Ne perdons pas de temps, voici l'enquête, voici les faits pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Elle est signée Sophie Rabillet. Voilà mon cauchemar depuis 2 ans. Depuis l'ouverture de ce magasin, on a des soucis avec cette vitrine réfrigérée. Ça fait 2 ans qu'on n'a que des emmerdes avec cette banque. Une banque neuve. Vous leur dites votre vitrine c'est de la merde, faut faire quelque chose. Je sais pas, faites-leur un procès, mais attaquez-moi pas, moi j'y peux rien. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle fuite, on met la clé sous la porte. Août 2002, Daniel et Alain achètent en franchise une supérette. Pour eux, c'est une opportunité, un nouveau départ dans la vie. Ils investissent toutes leurs économies et empruntent près de 300 000 €. Mais ils ne savent pas que cette belle aventure va tourner au cauchemar dès l'ouverture du magasin. 1 heure après l'ouverture, on s'est retrouvé dans un brouillard complet dans cette allée. Les tuyaux ont explosé. Sous la banque, les tuyaux ont explosé. La raison, la voici. Une défaillance du système réfrigérant de cette vitrine flambant neuve achetée par l'intermédiaire du franchiseur. Le jour même, l'installateur conseillé revient réparer cette fuite de gaz. Pourtant, la vitrine va tomber en panne près d'une dizaine de fois en moins de 2 ans. C'est infernal. Elle perd du gaz, donc plus de froid, de l'argent dépensé, de l'énergie dépensée, le foutoir avec les clients qui ne trouvent plus, enfin qui nous voient à 4 pattes dans la banque lorsque les intervenants travaillent sur cette vitrine réfrigérée. Tous les matins quand on arrive, j'ai la boule au ventre en me demandant comment on va trouver nos produits. On a perdu des produits, on perd de l'argent, on va mettre la clé sous la porte, on ne peut pas continuer comme ça, c'est infernal. Pour cette petite supérette de province, il n'y a pas de bénéfice superflu. Et à la moindre défaillance d'une vitrine, les clients ne viennent plus. Aujourd'hui, c'est la survie du magasin qui est en jeu. Pour comprendre l'origine de ces fuites, le couple fait appel à un réparateur local indépendant. Pour lui, aucun doute, cette vitrine présente d'importants défauts. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ayez des fuites à répétition, puisque... Ouais, de toute façon, on voit bien que les soudures, c'est pas des soudures de professionnels, on va dire. Du collage qu'autre chose. Regardez le trou qu'il y a là, à mon avis, ça va pas tarder de lâcher ça. Un professionnel de la brasure, vous n'aurez pas brûlé la vitrine comme ça, quoi. Je pense que même le fond est brûlé d'ailleurs. En caméra cachée, le couple convoque l'installateur, celui-là même qui est intervenu une bonne dizaine de fois sur la vitrine. Moi je vous ai tendu au plus vite, moi je vous ai juste... On va pas s'engueuler là-dessus, vous savez pas. Non, moi je le fais avec quoi là? Moi j'ai récupéré ici. On n'en peut plus là, on a une épée Damoclès sur la tête, on va devenir quoi là? Vous êtes en panne, vous êtes en panne là? Ah non, mais ça, on va redevenir en panne. Nous, on ferme le magasin. Eh ben, quand vous êtes en panne, vous prenez votre téléphone, au lieu d'appeler un autre frigoriste, vous appelez à moi 06. Mais non. Mais monsieur... La discussion tourne rapidement court. L'installateur ne se sent pas concerné par la situation. Il rejette en effet la faute sur le fournisseur. Vous leur dites votre vitrine c'est de la merde, faut faire quelque chose. Je sais pas, faites-leur un procès, mais attaquez-moi pas, moi j'y peux rien, moi je n'ai rien, absolument rien dans vous. La situation aurait pourtant pu se débloquer fin juin, lorsque devant huissier, l'installateur s'est engagé à remplacer une pièce défectueuse, cause selon lui des multiples fuites. Aujourd'hui, ce dernier prétexte que la pièce commandée par ses soins auprès du fournisseur ne lui est toujours pas parvenue. Nous tentons en sa présence de joindre ce fournisseur. Qui l'a commandé? Moi je veux une preuve. Qui a commandé cette pièce? Quand elle va être arrivée? Vous n'avez pas eu, je sais pas moi. Non mais je sais pas. Est-ce que moi je sais? C'est pas moi le technicien. C'est bien vous qui m'avez vendu cette banque. Ouais, mais moi je vous ai rien vendu, madame. Non mais attendez. Vous avez préparé, madame, moi j'y peux rien. Moi j'ai fait mon travail. J'ai dit que la pièce, on la change. Non, tourne en rond. Non, continue à tourner en rond là. Ça fait déjà... On continue à tourner en rond quoi. Septembre. Hein? Nous on fait quoi là? On ferme le magasin, on n'a plus de gaz, on n'a plus de froid, on fait quoi? Vous foutez de notre gueule. Depuis le mois de mai, on a des problèmes. Ça fait 2 ans qu'on a des problèmes. Ça fait 2 ans qu'on a des problèmes. Ça sert à rien de s'énerver. Et le jeu de ping-pong continue entre l'installateur et le fournisseur. Le couple n'a toujours pas obtenu de réponse. Au cours de la journée, Daniel aura tenté à 5 reprises de joindre un responsable chez ce fournisseur. Mais celui-ci ne veut pas lui parler, c'est sa secrétaire qui répondra enfin à Daniel. Moi, je voudrais savoir quelle solution on nous propose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Moi, je veux le savoir tout de suite. Ça a assez duré depuis le 20 juin. On est le 1er septembre.
suite, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone. Maintenant, on peut rester réunis au téléphone, hein. Aujourd'hui, personne ne veut endosser la responsabilité de cette situation. Daniel et Alain ne savent plus vers qui se tourner. Une chose est sûre, si la vitrine n'est pas réparée ou échangée, le magasin n'a plus qu'à fermer ses portes. On ne pensait pas avoir pris une franchise pour en arriver là. Nous, on y mettait tout notre cœur, tout notre savoir-faire, tout notre temps. C'est notre commerce, c'est notre affaire. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait plus. 5 jours après l'enregistrement de l'émission, nous nous rendons comme convenu à la supérette d'Alain et Daniel. Le rendez-vous pris avec tous les protagonistes de l'affaire a lieu maintenant, dans quelques minutes. Impatient, le couple attend sur le pas de la porte. Alain et Daniel veulent une solution acceptable et définitive. Malgré leurs doutes quant à la bonne volonté de leurs interlocuteurs, ils s'efforcent d'être confiants. On est un peu sceptique parce que ce sont des beaux comédiens et on doute un peu de leur bon état d'esprit. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'ils reprennent leur matériel, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout fiable. Et aujourd'hui, on en a assez d'avoir des soucis avec ce matériel. Aujourd'hui, je pense qu'on aura une décision ferme et précise. 10h30, le franchiseur et l'installateur ponctuel arrivent, suivis de près par le fournisseur. La conversation s'engage immédiatement devant la vitrine incriminée. C'est bien ça, les clients ils sont dans la flotte tout le temps. Alors. Le matin, quand j'ouvre, c'est tout en haut. Là, avec la ventilation, je ne peux pas travailler avec du matériel comme ça. Hein, puis c'est pas. Regardez, c'est possible. Ça, c'est pas normal qu'on ait ça dans les vitrines. Alors moi, je veux plus de ce matériel-là, c'est tout. Ça fait un moment déjà. Ah mais je sais pas. Voilà, depuis 2 ans, c'est ce qu'on entend. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Voilà. Je ne sais pas, une réponse que Madame Huette ne supporte plus d'entendre. Excédée, elle craque. On n'est pas magasin pilote, on n'est pas magasin test, on n'a pas acheté du matériel en expérimental. Mais le matériel n'est pas expérimental, madame, c'est le matériel courant. Alors nous, tous les matins, on arrive avec la boule, là, hein. C'est des belles paroles. Il y en a marre, hein, 3 fois à 20 degrés, 3 fois, hein. On a fait venir l'huissier, hein. Alors 3 fois, on a acheté la marchandise. Ce qu'il faudrait pas, c'est... Alors, on peut pas se permettre, hein, c'est déjà assez dur comme ça, hein. L'arrivée du réparateur local calme les esprits. C'est lui qui, à chaque urgence, s'est déplacé pour aider les Huettes. Le fournisseur du matériel fait alors un premier pas vers un compromis et propose des indemnités. En ce qui concerne les pertes de marchandises ainsi que les contrats d'huissier, nous demandons à monsieur et madame Huette de nous transmettre le dossier et nous engageons aussi à rembourser par nos assurances et par nous-mêmes si le montant dépasse est en dessous de la franchise. Un geste concret, un signe évident de bonne volonté, le premier en 2 ans. Pourtant, Madame Huette l'accueille sans grand enthousiasme. Pour nous, c'est pas une solution satisfaisante. Pour moi, en tout cas. Fatigué, épuisé, beaucoup trop d'énergie dépensée. Les frais remboursés, c'est très bien. Et quant au matériel, je ne crois pas à la fiabilité de ce matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous repartez sur une garantie d'1 année sur le matériel? Une autre solution est alors proposée. En plus du remboursement des frais occasionnés par ces pannes, le fournisseur propose de mettre en place un système de surveillance de la vitrine. Et ce n'est pas tout. Et à partir de là, une fois qu'on aura bien déterminé que ça fonctionne, je m'engage à prendre une garantie sur le mobilier d'1 an supplémentaire. Je ne peux pas faire mieux. Il aura fallu plus de 2 heures de négociation avant que le fournisseur n'abatte sa dernière carte. Cette fois, le couple Huette est satisfait. Résumons, Alain et Daniel ont obtenu 1 an de garantie en plus et le remboursement de la perte de marchandises, de la perte du chiffre d'affaires et des frais d'huissier, au total 2 000 €. Après 2 ans de bagarre, Alain et Daniel sortent enfin la tête de l'eau. Et aujourd'hui, on est ravis de l'émission quand même. Et pour sans aucun doute, c'est une affaire classée. Voilà le résumé des faits, ce qui s'était passé donc sur le plateau il y a maintenant pas mal de temps, sur le plateau de Sans aucun doute. Alors Daniel, qu'avez-vous à nous annoncer ce soir? Eh bien, tout a été réglé, comme prévu. C'est-à-dire? Alors, le remboursement des factures indûment payées qui concernaient les soudures, recharge de gaz fréon, etc.,
qui n'auraient pas dû avoir lieu ont été remboursés. Les remboursements de frais d'huissier suite au constat ont été remboursés. La reprise complète de l'installation frigorifique a été faite, soit un total de 8 854 €. 8 854 €. Et tous les engagements ont été respectés et tenus. Et est-ce que le commerce fonctionne? Tout fonctionne. Tout va bien? Les clients sont contents? Ça va. Tout est frais? Ça va. Eh bien, parfait, je suis ravi pour vous. Merci beaucoup. Pour sans aucun doute, cette affaire est une affaire classée.